Vivez, soufflez, respirez. Une série de podcasts que la Sofmer vous propose suite au 38e congrès annuel qui s'est tenu au Havre en octobre 2023 pour vous permettre d'aller à la rencontre des orateurs. Épisode 6, MPR et oncologie, une proximité croissante, avec Sophie Jacquin-Courtois, médecin PIPH de MPR au CHU de Lyon et à l'université Claude Bernard. Professeur Jacquin-Courtois, bonjour. Bonjour. Comment le médecin de MPR aujourd'hui peut être présent dans le parcours de soins des patients oncologiques selon vous ? Alors c'est un vrai nouveau challenge pour notre discipline depuis une dizaine d'années à peu près, en particulier grâce au progrès diagnostique et thérapeutique dans le domaine de l'oncologie, qui fait que les chances de rémission et même de guérison sont bien plus importantes qu'auparavant et font qu'une grande proportion des patients atteints de cancer peuvent être considérés comme des malades chroniques dans les suites. Ils sont mieux traités, mieux pris en charge, mieux diagnostiqués. Néanmoins, ils restent gênés et ça de façon prolongée. Il y a plusieurs études portées par l'INCa notamment qui montrent bien qu'à 5 ans après le diagnostic, ces patients restent finalement dans une grande proportion altérés dans leur qualité de vie, dans leurs aptitudes physiques, dans la fatigue, dans leur humeur, dans leur fonctionnement cognitif et dans leur retour à l'emploi avec un vrai retentissement en termes d'activité et de participation. Et donc finalement, on a de ce fait une place toute naturelle qu'on peut trouver dans le parcours de ces patients, avec notre aptitude à évaluer, quel que soit le moment du parcours, quelles sont les limitations éprouvées par ces patients et en quoi ça les gêne dans leurs activités, dans leur participation. Et ensuite, de façon très pluridisciplinaire, comme on le fait habituellement, essayer de trouver des moyens, soit de compensation, d'adaptation, qui permettent que ces patients retrouvent un confort et une qualité de vie optimale. Est-ce que le fait que la MPR se penche sur ces patients oncologiques, est-ce que cela permet un changement de point de vue sur leur maladie, sur leur état général, sur leur quotidien ? Alors, il y a un peu dans les deux sens. Il y a d'abord le fait que les médecins de MPR doivent se sentir légitimes à aborder ces patients et à les prendre en charge avec un certain nombre de freins qui ont été identifiés, qui sont encore présents, avec une appréhension d'une maladie évolutive, de patients qui peuvent être fragiles, où peut y avoir des aléas médicaux qu'on ne maîtrise pas forcément et qui rendent, on va dire, la proposition d'un parcours de rééducation un petit peu plus agile et adaptable. Et l'autre façon de percevoir votre question qui est très intéressante, c'est de se dire, est-ce que nous, on amène une plus-value dans notre façon de questionner les gens sur leur gène fonctionnel ? Et je crois vraiment que oui. C'est-à-dire c'est des patients qui, pendant très longtemps, et quand ils voient encore maintenant l'oncologue, le radiothérapeute, le chirurgien, c'est très analytique comme évaluation. C'est soit le scanner est bon ou pas bon, la prise de sang est bonne ou est pas bonne. Et en fait, ils ont peu d'espace pour exprimer cette gêne fonctionnelle qui est souvent présente. Et que nous, on peut laisser cet espace-là à l'expression de cette gêne et en plus y amener des moyens de réponse ou même déjà des éléments d'information. Je pense particulièrement aux difficultés cognitives que beaucoup de patients après un cancer et le traitement éprouvent, des choses qui sont assez subtiles, mais des gens qui ont du mal à rester attentifs, concentrés, à faire deux choses à la fois et qui ont souvent pas eu l'espace d'expression de ces difficultés, alors même qu'elles peuvent être très anxiogènes et puis qu'elles peuvent être très gênantes, par exemple, pour reprendre le travail. Et quelles sont les perspectives dans ce domaine, que ce soit du point de vue de la recherche, du point de vue médical ? Alors, la première perspective, c'est d'arriver à démocratiser et à étendre ce genre de proposition de prise en charge à un maximum de patients en soins oncologiques, et ils sont nombreux. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de modèle unique, et l'idée, c'est de partir vraiment d'un maillage territorial, d'une connaissance réciproque des équipes locales pour savoir quels sont les besoins
des médecins oncologues et donc des patients, et de nous pouvoir être force de proposition. J'en veux pour preuve que dans certaines villes, c'est plutôt vers l'hématologie que ça s'est orienté. D'autres villes, c'était plutôt la sphère ORL, d'autres plutôt la sphère digestive, en sachant qu'il y a un fil rouge ou rose un peu commun qui est quand même l'accompagnement des patientes avec cancer du sein, où les choses sont un petit peu plus standardisées, où on peut faire des propositions qui sont plus aisées. Mais je crois qu'il faut s'autoriser à aller vers ces patients-là avec ces équipes de parcours de soins pour mettre à disposition notre expertise dans l'évaluation des limitations de ces patients et dans la proposition thérapeutique, dans cet objectif de limiter les séquelles fonctionnelles et d'améliorer la qualité de vie, ce qui est clairement annoncé dans la stratégie décennale de lutte contre le cancer. Professeur Jacqueline Courtois, je vous remercie. Merci à vous. Vivez, soufflez, respirez, un podcast de la Société française de médecine physique et de réadaptation. Retrouvez les autres épisodes sur le site internet de la Sofmer. À bientôt!